Septième vidéo sur la série des 10 vidéos du chapitre 6. On va parler du partitionnement des données. Donc, qu'est-ce que le partitionnement de données? Le partitionnement de données, c'est diviser une table, voire une BD, en plusieurs morceaux. Alors, le but, c'est de répartir ça, généralement, entre différents serveurs. Par contre, des fois, ça peut être un partitionnement qui est fait sur une seule et même machine, mais le plus souvent, l'objectif, c'est de le faire sur différents serveurs. Et dans ce cas, on parlera souvent de sharding. C'est un terme qui est utilisé pour décrire, pour désigner le partitionnement sur plusieurs machines. Alors, ça peut se faire sur une seule machine, où l'idée étant par exemple de dénormaliser le schéma, de séparer les tables en deux fragments, ou plusieurs, et de conserver les données qui sont fréquemment accédées sur un seul fragment, et de mettre les données accessoires sur d'autres. Ça permet entre autres d'optimiser les caches. Les caches seront donc alimentées principalement avec des données fréquemment accédées, et les données accessoires seront du coup absentes des caches, qui se permettra de mettre plus de données fréquentes en cache, par exemple. Par contre, inconvénient, c'est quand on voudra accéder aux données fréquentes et accessoires, ça sera plus lent, car il y aura deux structures de données à parser plutôt qu'une seule. Donc voilà, il y a toujours du pour et du contre, mais dans certains cas, ça peut être très intéressant. Alors, généralement, on fait du partitionnement, pas pour le fun, on le fait souvent, donc dans le cas du sharding, donc répartir sur plusieurs machines, on le fait souvent quand une seule machine n'est plus capable de traiter efficacement les données et ou fournir, les données, dans l'objectif donc de fournir plus de scalabilité. Voilà. Donc c'est ça l'idée, hein. À un moment donné, votre serveur de base de données, il n'en peut plus. Racheter une plus grosse machine, c'est pas forcément rentable. Par contre, splitter vos données sur deux machines, ça peut être intéressant. Voilà, et ça pourra permettre de pouvoir encaisser plus de charges. Donc ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, des fois c'est vrai, des fois c'est faux. On en reparlera. Et donc les règles de partitionnement, donc imaginez vous avez une table, on la divise en deux, et donc la règle qui définit, tiens, que mon nouveau fragment, enfin mon nouvel enregistrement, il va sur le serveur 1 ou le serveur 2, ces règles peuvent être décrites en fonction des systèmes, soit manuellement, soit des règles automatiques, qui sont donc transparentes pour l'utilisateur final. Et aussi, une autre chose, c'est que au niveau de la base de données, donc vous avez une base de données et vous faites du sharding, et donc vos tables sont par exemple toutes splittées en deux. Sur un serveur, vous avez une première moitié des tables, et sur l'autre serveur, une deuxième moitié des tables. Soit le système peut fonctionner de façon à ce que vos serveurs soient vus comme des serveurs de base de données indépendants, et entre les deux, il y a un système qui fait l'agrégation des données. Soit ça peut être les deux serveurs ensemble forment un seul et même système, et on ne voit qu'une seule base de données. Ils ne peuvent donc pas être accédés de manière séparée, ils font partie d'un tout. Donc il y a un peu deux façons de voir le système. Et tout comme il y a deux façons de faire du partitionnement. Il y a d'abord le partitionnement horizontal, donc vous avez votre table ici, et le partitionnement horizontal, c'est simplement de mettre une partie des tuples sur un serveur et une partie des tuples sur un autre serveur. C'est le sharding le plus courant, clairement. Alors soit ça peut se faire de manière automatique, hein, voilà, il suffit de mettre les ID impairs sur un nœud et les pairs sur un autre nœud, tout simplement. Soit ça peut être, je sais pas, vous avez vos listings clients, tous les hommes sur un nœud et toutes les femmes sur un autre nœud. Et tout ce qui est non binaire, tant pis. Voilà, donc ça dépend aussi du business, du use case. Si maintenant, j'en sais rien moi, mais vous êtes
sur un système de la clientèle Harley-Davidson, bah, il est quand même fort probable que faire cette séparation aussi, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus judicieux. Il est peu probable d'avoir un équilibre entre les deux, sans vouloir être sexiste. Voilà, donc dans ce cas-là, ce serait peut-être mieux de faire ceci comme sharding. Et donc, normalement, le partitionnement, il y a moyen de faire ça de différentes façons. Il y en a ce qu'ils font, c'est que ils travaillent avec les nœuds, le fameux nœud 1 et nœud 2, ce sont des serveurs indépendants, et ils effectuent le partitionnement vis-à-vis d'une couche logicielle qui se trouve en amont des SGBD, c'est possible. Bon, perso, je suis pas trop fan, mais pourquoi pas, c'est des choses qui se font. Ou bien ça peut être aussi quelque chose qui est géré par les serveurs de base de données, ça peut être aussi en interne. Alors, un exemple d'architecture, vous avez, par exemple, avec MariaDB, vous avez la version Column Store. Dans ce cas-là, bon, il ne fait pas que du sharding, il y a d'autres spécificités, mais je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Mais ce système fait un sharding horizontal, car il y a un serveur, le master qui est ici, hop, et puis il y a des PM. Alors, je ne sais plus d'où vient l'acronyme PM, mais ce sont les nœuds de données. Et donc tous les accès à la BD se font par ici. Et le système va répartir automatiquement les enregistrements sur les différents nœuds. Donc vu de l'extérieur, c'est une seule BD. Voilà. Mais vous avez plusieurs machines. Donc ça, c'est un sharding qui est géré par le MariaDB. Et vous voyez une seule BD de l'extérieur. Et c'est le système qui va gérer le sharding. Et on peut rajouter des nœuds au fur et à mesure que la charge augmente, enfin que les besoins en stockage surtout augmentent. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable avec ce système-là. Un autre exemple, c'est Spider, toujours dans l'écosystème MySQL et MariaDB. Dans ce cas-ci, vous avez le master qui contient les schémas, et ensuite vous avez des SGBD, donc du MySQL ou du MariaDB, et chacun contient une partie de la BD. Voilà. Mais ils peuvent être accédés séparément. On peut accéder à la fois sur l'intégralité de la BD en accédant au master Spider, et on voit la BD comme un tout. Mais dans ce cas-ci, contrairement au Column Store, on peut accéder séparément sur chaque SGBD. C'est une autre façon de faire. Ou bien, comme je disais précédemment, ça peut être une couche logicielle en amont qui n'a rien à voir avec les bases de données, mais qui gère lui-même les nœuds. Mais ces deux approches que vous avez ici sont les approches fournies par les SGBD en natif. Voilà. Alors dans l'écosystème Oracle, il y a aussi des solutions, dans l'écosystème SQL Server, il y a aussi des solutions, et dans l'écosystème PostgreSQL, il y a des solutions, mais j'ai en tête que ce n'est pas, c'est pas du code natif PostgreSQL. J'ai en tête qu'il y a le système Citrus, si je ne dis pas de bêtises, qui permet de faire un petit peu comme Spider. Je peux me tromper, mais de mémoire, je crois que c'est des choses de la communauté externe qui viennent s'ajouter. Alors, le sharding horizontal, donc, l'avantage que ça permet, c'est que au niveau des lectures, c'est assez intéressant, parce qu'au niveau des lectures, les systèmes peuvent interroger les fragments de table en simultané. Donc vous pouvez avoir votre nœud 1 et votre nœud 2 qui interrogent la table. Imaginez que vous recherchez quelque chose qui n'est pas indexé. Voilà, donc les deux serveurs vont parcourir leur bout de table en même temps, ce qui ira plus vite que d'avoir la totalité des données sur un seul serveur. Donc vous avez clairement un gain en rapidité pour certaines lectures. Et également aussi, vous pouvez avoir un léger gain en écriture, parce que, étant donné que la quantité de données est répartie sur plusieurs machines, vous ne vous retrouvez pas avec un index général de toutes les données d'une table. Votre index est coupé en deux. Il y a un index par serveur par table. Et dans ce cas-là, l'index à mettre à jour sera étant plus petit. Quand vous faites un enregistrement, ça ira sur un seul serveur. Du coup, il n'y a qu'un seul serveur qui sera ralenti. Et cet index étant plus petit, en cas de rééquilibrage de l'arbre, par exemple,
et ça on en reverra au chapitre prochain, suivant, ça ralentira moins le système que s'il y avait une seule machine. Donc on a un gain vis-à-vis de ça. On peut également faire, ça sert aussi de load balancing, hein, donc on envoie une écriture sur un serveur, puis la suivante sur l'autre, et on peut ainsi répartir la charge en écriture, à condition qu'il n'y ait pas d'interférence entre les deux, parce qu'il y a aussi des mécanismes transactionnels qui peuvent intervenir. Par contre, l'infrastructure est clairement plus complexe, hein, ça, il n'y a pas de doute. C'est quand même plus facile de gérer un seul serveur. Et vous augmentez la latence, parce que quand il y a un seul serveur, votre requête arrive sur le serveur fait sa popote, vous renvoie l'info. Ici, soit il n'y a que 2 machines et une fait master et fait en même temps AGBD et l'autre fait aussi un nœud de stockage, soit il y a 3 machines, une qui fait le nœud central et les 2 autres font stockage, ou on peut en avoir plus encore. Et donc comme l'interrogation doit s'opérer sur plusieurs machines, ça va augmenter d'office les latences des requêtes. Ça, voilà. Donc les débits, le nombre de requêtes minutes peuvent potentiellement être augmentés. Par contre, le temps nécessaire pour chaque requête isolément sera un petit peu plus long. Enfin, la latence, le temps de réponse. Ensuite, quelque chose qui n'est pas solutionné par ce type d'architecture, ce sont les recherches croisées. Donc, par là, j'entends les jointures. Quand vous êtes dans une seule machine et que vous faites faire une jointure assez balèze, les données se chargent, vont en RAM, remplissent des caches, il fait sa popote, et puis à un moment donné, vous avez les résultats. Le problème, c'est quand il n'y a pas assez de RAM, dans ce cas-là, on doit utiliser le support de stockage pour poursuivre la jointure, mais bon, voilà, ok. Par contre, ici, si vous faites une jointure qui doit aller chercher les données sur différents nœuds, cette fois-ci, la communication se fait via le réseau. La latence du réseau, c'est 1 milliseconde, plus ou moins. Donc, alors que la RAM, c'est 50 nano. Réel, hein. 10 théorique, 50 réel. Donc, il n'y a pas photo. Si vous avez des problèmes de perf de jointure sur une seule machine, c'est pas en faisant du sharding que vous allez résoudre ce problème-là, que du contraire, ça va être le carnage. Donc, il faut faire gaffe à ça. Voilà. Pour info, en big data, il y a le même problème, mais on en reparlera au chapitre 8. Voilà, donc, ouais, Kumiko me rappelle, mais c'est ce que je viens de dire, elle n'écoute pas, hein, Kumiko. Donc contrairement aux croyances populaires, ces problématiques là de jointure, et en fait on appelle ça des join bombs, c'est qu'on a un problème de jointure qui commence à prendre plein de temps. Quand on a plusieurs machines, sur le réseau, c'est une catastrophe. Quand on a ce problème-là en serveur relationnel, le fait de passer sur des systèmes NoSQL, clairement, ça ne va rien arranger du tout. Hein. Si vous avez ce problème-là relationnel, en NoSQL, ça sera le même problème. Ça sera peut-être même pire, mais ça, on en reparlera au chapitre 8. Alors le partitionnement vertical, cette fois-ci vous l'aurez compris, c'est on découpe la table verticalement, voilà, et on va mettre, l'idée c'est de mettre les colonnes le plus souvent accédées, plus souvent utilisées dans un morceau, par exemple ici, et les colonnes qui sont rarement accédées dans l'autre morceau. Ça va permettre d'améliorer sensiblement les performances. Dans le cas de figure où vous avez réellement des colonnes qui sont beaucoup plus souvent accédées que d'autres. Et dans ce cas-là, par exemple au niveau des mécanismes de cache, vous allez vous retrouver à peut-être que votre fragment complet pourrait maintenant rentrer dans le cache, alors qu'avant votre table complète était trop volumineuse. Voilà, par exemple. Par contre, ça a des points négatifs. À chaque fois que vous allez accéder à toutes les colonnes d'une seule ligne, par exemple la ligne 3, vous allez devoir aller chercher les données dans un fragment, et ensuite aller chercher la suite dans un autre fragment. Enfin, vous
quand je dis vous, c'est le serveur qui va faire ça. Pour vous, c'est transparent. Vous faites une requête SQL select star from et ça va fonctionner. Mais derrière, ce qui va se cacher, c'est qu'un select star from ira chercher les données dans 2 fragments, ce qui est plus lent que d'aller chercher les données dans une table qui est d'un seul bloc. Voilà. Donc, c'est situationnel. C'est quand vous allez rarement rechercher des enregistrements complets et qu'il y a vraiment un nombre de recherches beaucoup plus élevé sur certaines colonnes par rapport à d'autres. Ça peut être intéressant. Mais c'est très domaine spécifique, donc voilà, ça dépend du domaine. Il n'y a pas une règle de on prend toujours les 4 premières colonnes et celles d'après on les met dans d'autres fragments. Non, ça dépend des données, ça dépend des recherches qui sont faites, ça dépend de vos statistiques, voilà, ça dépend de plein de choses. C'est moins facile à mettre en place de manière efficace qu'un sharding horizontal. Ça s'appelle en anglais également le row splitting. Donc quand on parle de sharding, souvent on fait allusion au partitionnement horizontal. Et sharding vertical, c'est un petit peu délicat. Souvent on utilise le terme de row splitting. Attention, il ne faut surtout pas confondre ça avec ce qu'on appelle des column store et des wide column store, qui sont 2 choses différentes. Donc il y a le partitionnement vertical, vous voyez ce que c'est. 2, les column store, et 3, les wide column store. Ce sont 3 trucs complètement différents. Et je vous ai fait un petit calque pour différencier les 3. Alors ne pas confondre le partitionnement vertical, vous connaissez le principe, on vient d'en parler. Les column store, l'idée c'est que chaque colonne est stockée dans un bloc, voilà, qui lui est propre. Donc on stocke jamais 2 colonnes ensemble. Un column store, les colonnes sont séparées d'un point de vue stockage. C'est quelque chose qui est très utilisé, qui est conseillé en OLAP. Voilà, en OLAP, c'est intéressant. Parce que souvent vous allez rechercher des informations et ces informations, quand vous faites une recherche, je sais pas moi, on va dire par catégorie, vous faites une recherche par catégorie, l'identifiant de catégorie sera dans une même colonne. Voilà. Et donc il n'y aura qu'à balayer cette structure de données là pour faire le filtre. Voilà. Donc pour de l'analytique, c'est bien. Pour du OLTP, c'est une catastrophe, parce que pour de l'OLTP, étant donné que vous devez écrire, quand vous écrivez un enregistrement, il faut aller écrire ici, puis là, puis là, puis là, puis là, puis là. À chaque fois, il y a une latence. Voilà, donc ça peut prendre des plombes à l'écriture, donc c'est clairement fait pour l'OLAP. L'OLTP, c'est pas fait pour ça. Et un autre système, et donc le MariaDB Column Store que je vous présentais un petit peu avant, il fait du sharding horizontal tout en étant un column store. Ça signifie que ce système-là va tout splitter en colonnes, mais ensuite va également sharder horizontalement pour répartir sur plusieurs machines. Voilà, c'est assez particulier. Et alors un wide column store, ça n'a rien à voir. C'est pas un column store amélioré, c'est un truc complètement différent. Le wide column store, c'est ça. Donc un wide column store, c'est donc au sein d'une même structure, pas une même structure de données, mais dans le même type de données, vous avez chaque record. Donc par exemple le 1 ici peut avoir X colonnes, le 2 peut avoir un nombre différent de colonnes, le 3 encore un nombre différent. Donc on peut rajouter des colonnes plic-ploc pour chaque enregistrement. On n'a pas un schéma 2D fixe tel qu'on a sur les systèmes précédents. Typiquement, le système qui fonctionne comme ça, c'est Cassandra. Voilà, Cassandra, ça marche, c'est un wide column store. Et voilà l'idée de fonctionnement de Cassandra. Donc, partitionnement vertical, on reste dans du relationnel pur. Column store, on reste dans du relationnel. Le wide column store, on part dans les catégories NoSQL pour le big data. Voilà. Et ceci clôture notre vidéo sur la 7e, je dis pas de bêtises, la 7e vidéo, oui voilà, 7e vidéo sur les 10 vidéos du chapitre 10.